Donc, quand on a discuté avec Maria de l'opportunité de cette soirée, elle m'a dit c'est important de voir ce que les chercheurs font dans leur laboratoire en lien avec les maladies psychiatriques afin de pouvoir donc déstigmatiser aussi non seulement le côté médical, mais le côté de la recherche fondamentale faite dans les laboratoires. Donc la difficulté de cette présentation, c'est d'essayer de vous convaincre avec un titre un peu ésotérique ou un peu cryptique qui a été choisi, finalement d'essayer de vous montrer ce qu'est notre vie au quotidien dans un laboratoire de recherche fondamentale et de vous démontrer que l'utilisation de la recherche chez l'animal pour essayer de comprendre les maladies psychiatriques est particulièrement important. Donc notamment quand il y aura les prochaines votations sur l'arrêt ou la continuation de la recherche en utilisant des animaux, vous seriez mieux informés et j'espère vous voterez pour le maintien de l'utilisation des animaux et je vais essayer de vous convaincre pourquoi. Donc la présentation, elle va être sous la forme de quelques diapositives qui vont illustrer le propos de ce que l'on fait. J'ai décidé de faire une présentation en fait comme lorsque je discute avec mes voisins ou mes enfants ou des amis qui me disent mais finalement qu'est-ce que tu fais tous les jours et pourquoi étudier le cerveau chez des animaux est particulièrement important. Donc évidemment, le problème qu'on va essayer d'étudier dans notre laboratoire sont des problèmes psychiques. Alors évidemment, tout de suite, la tension est claire quand on parle par exemple de la schizophrénie. Je ne vais pas essayer de vous convaincre qu'une souris est schizophrène, puisque c'est une maladie typiquement humaine qui va être donc caractérisée par un certain nombre de types de symptômes, par exemple les hallucinations, les délires de persécution. Les hallucinations, peut-être que les animaux en ont, mais les délires de persécution, entendre des voix qui les persécutent, c'est quelque chose qui évidemment n'existe pas puisqu'ils n'ont pas la capacité d'avoir le langage. Mais un certain nombre d'autres altérations, en fait, et c'est surtout, par exemple, les changements sociaux, l'apathie, l'engagement, tous ces dysfonctionnements qui sont appelés les symptômes négatifs chez les patients, ainsi que les altérations donc, de la cognition, la capacité d'avoir des processus de mémoire, de planification, d'attention. Ça, en fait, ce sont des choses qui sont étudiables chez les animaux. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails de la pathologie, de la pathologie humaine en tant que telle, mais je vais essayer de répondre à plusieurs questions. La première, c'est comment on choisit et comment est-ce qu'on définit qu'une souris ou qu'un rat ou qu'un primate, si on a la possibilité d'avoir un primate dans les animaleries, peut être un modèle, disons, avec un intérêt pour l'étude des dysfonctionnements en lien avec cette pathologie. Donc d'un point de vue général, ce qu'on sait dans la population humaine, c'est qu'il y a à peu près 1% de la population, quel que soit le continent, quelle que soit la culture, qui souffre de ce type de maladie psychique. Donc 1%, ça paraît relativement faible, mais en fait, ça a quand même un grand nombre de personnes que vous pouvez rencontrer dans la réalité. Maintenant, ce que l'on sait, c'est que plus vous partagez des gènes avec une personne qui est atteinte de cette pathologie, plus le risque que vous-même vous soyez atteint de cette même schizophrénie. Et le pourcentage de risque le plus élevé, c'est ce qu'on appelle les vrais jumeaux, qui viennent du même œuf, donc c'est-à-dire qui partagent exactement le même génome. On a dans cette situation-là, si un jumeau ou une jumelle est malade, il y a 50% que l'autre jumeau ou jumelle soit aussi malade. Donc ça vous dit une première chose.
La première chose, c'est que la génétique est une composante extrêmement importante. C'est un facteur de risque d'être atteint de cette maladie, mais que la génétique n'est pas déterministe. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir des risques, mais ne jamais développer cette pathologie. Et donc vous avez des facteurs supplémentaires qui viennent se surajouter, qu'on dit environnementaux, par exemple l'exposition à des infections pendant la vie intra-utérine, la consommation de psychostimulants ou de drogues tels que le cannabis, sont des facteurs de risque qui aggravent le risque génétique. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que au travers des dernières décennies, un certain nombre de laboratoires distribués dans le monde ont finalement pris des échantillons de patients et de contrôle sain qui faisaient partie de leur famille ou pas, et ont séquencé à grande échelle, donc des dizaines de milliers de personnes, pour essayer de trouver des altérations dans notre génome qui permettraient d'expliquer les risques de développer cette pathologie. Cette diapositive, elle est un peu compliquée, mais elle a juste pour illustration de montrer ici 1%, c'est le risque donc de la population générale. Ici, dans l'axe en bas, c'est la fréquence d'une altération génétique. Ce que vous avez ici, ce sont des variants communs qui existent dans chacun d'entre nous, mais chacun de ces variants, en fait, quand on les a, ne confère qu'un risque supplémentaire minime, c'est-à-dire que vous allez avoir 1,1, 1,2 le risque quand vous avez cette altération d'un gène qui est altéré. Donc ces modifications ici sont finalement très peu impactantes, mais le cumul d'entre eux peuvent conduire à un risque supplémentaire de devenir schizophrène. C'est cette partie-là de la diapositive ou du graphe qui nous intéresse, c'est-à-dire que vous avez des altérations génétiques qui sont relativement rares, une personne sur 4000, une personne sur 10 000, une personne sur 100 000. Donc évidemment, ce ne sont pas la population globale des malades, mais quand on regarde en fait les altérations, le risque maintenant devient extrêmement important. Donc, si par exemple vous prenez cette délétion ici, qui est la délétion la plus courante chez l'homme, la délétion 22q11, on a une naissance sur 4000 enfants et on a un risque de développer la pathologie qui est au-delà de 50 à 70%. Donc ça veut dire que par rapport à la population normale, vous avez, générale, vous avez un risque qui est vraiment démultiplié. Alors pourquoi est-ce que je vous montre ça? Tout simplement, là on est dans une situation où on peut identifier un certain nombre de risques génétiques extrêmement précis et qui confèrent donc un risque notable de développer de la pathologie. Et chez les animaux, en fait, on a la préservation de la plupart des gènes. On a 25 000 gènes chez l'humain et à peu près la même chose chez un rongeur ou chez un primate. On diffère que de relativement peu entre espèces dans le nombre de gènes. Donc si on utilise en fait ces points d'entrée que sont les gènes de risque chez l'humain, on peut créer des animaux qui ont en fait les mêmes altérations génétiques qu'observées chez des patients, et donc d'avoir un modèle animal qui n'a pas évidemment l'altération du gène humain, mais l'altération du gène de souris par exemple, qui est altéré de la même manière que dans le cas d'un patient. Donc là, ça donne une porte d'entrée qui est une validité, en tout cas, d'avoir des modèles qui génétiquement miment ce qui se passe au niveau de la génétique de certains patients. Le deuxième point important, et sur lequel je vais essayer de vous convaincre, c'est qu'on a besoin de trouver est-ce que ces souris ou est-ce que ces modèles ont une vraie valeur de comparatif avec les patients. Évidemment, chez les patients, on a un certain nombre d'informations. Et donc, c'est là où on peut regarder certains aspects du comportement qui est altéré chez les patients, donc les symptômes. Évidemment, on va pas prendre des symptômes extrêmement complexes, mais on va essayer de casser ou de rendre l'unité fonctionnelle la plus petite possible qui corresponde à un dysfonctionnement que l'on peut mesurer aussi bien chez un humain qu'un primate ou chez une souris.
Donc l'essence même des dysfonctionnements de nos comportements, par exemple, si on prend les symptômes cognitifs, par exemple le raisonnement, la prise de décision, évidemment on n'a pas le même niveau de prise de décision et de raisonnement entre une souris et un humain, mais par contre les blocs de construction qui font la base de nos raisonnements, de nos prises de décision, sont communs et impliquent des régions cérébrales qui sont conservées entre un cerveau de souris et un cerveau humain. Donc je vais essayer d'illustrer mon propos avec un exemple. Si par exemple on prend la mémoire de travail, donc la mémoire de travail, c'est l'information que vous essayez de retenir pour un temps très court qui vous permet par exemple de manipuler dans l'arithmétique, si je vous dis 6 plus 2 multiplié par 4 divisé par 5, cette information doit être maintenue dans votre mémoire de travail pour pouvoir résoudre ce problème. C'est pas quelque chose d'anodin, hein. Le fait que je parle, par exemple, cette mémoire de travail est constamment utilisée. Le fait que ma phrase dure pendant quelques secondes, ou voire dizaines de secondes, si vous prenez une phrase de Proust, ça peut même être de la minute, la représentation de cette information dans le temps doit être maintenue dans votre mémoire de travail, aussi pour la compréhension et le langage. Alors comment est-ce qu'on peut tester la mémoire de travail de manière vraiment la plus simpliste possible? Donc vous pouvez ici, dans cet exemple, prendre des stimuli différents, ça peut être des odeurs, ça peut être des photos, des mots, dans le cas d'un humain, et la tâche est relativement simple, et vous allez voir les résultats chez des patients et des contrôles sains. On présente un premier stimulus, par exemple, on va dire l'odeur de la banane ou un visage. On attend pendant un certain délai qui peut varier de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. Et après ça, on représente un autre stimulus qui peut être soit le même, donc soit l'odeur de banane ou à nouveau le même stimulus visuel, ou alors un autre. Et donc le jeu, c'est de savoir est-ce que les personnes sont capables, après cette présentation du deuxième stimulus, pendant une période de réponse, de dire est-ce que c'est le même stimulus ou est-ce que ça l'est pas. Ça a l'air vraiment extrêmement simple et c'est quelque chose en fait qui est la base de notre fonctionnement, de notre mémoire de travail. Si on prend des patients schizophrènes et des patients et des contrôles sains qui correspondent à peu près en termes de matching d'âge et de diversité de genre, vous avez en fait ici une quantification du nombre de réponses correctes. Si vous faites des centaines d'essais par exemple, vous voyez que la fraction de réponses correctes pour des tâches relativement simples comme ça chez une personne qui est non soumise à ces problèmes psychiatriques est d'à peu près de 90% de réponses correctes. Les mêmes tâches faites chez des patients, on va perdre ici à peu près 20 à 30% de performance. Et ce qu'on peut tester de manière systématique dans la littérature, c'est le changement en fait de ces performances en fonction du temps de maintien de l'information que l'on maintient dans la mémoire de travail. Donc là, c'est clairement un résultat observé chez des humains et chez des patients. On peut vous dire, mais comment est-ce qu'on fait finalement? L'humain, on va lui dire, voilà la tâche, vous nous dites c'est pareil ou c'est pas pareil. Et donc, la question c'est comment est-ce qu'on demande à une souris finalement de faire cette tâche? Est-ce qu'elle est capable de nous répondre, oui, je me souviens de l'odeur ou pas? Et donc là, vous allez voir un exemple pratique d'une souris qui est engagée dans cette expérience. Donc il va avoir une première odeur qui est envoyée, qui va être présentée maintenant. Donc la souris sent l'odeur, elle attend. Donc là, c'est la période de délai de plusieurs secondes. Là, la deuxième odeur arrive et elle a répondu ici en léchant le tube de récompense pour obtenir une récompense, parce qu'on lui a appris une règle, c'est que quand les odeurs sont différentes, elle doit lécher, alors que quand les odeurs sont les mêmes, elle ne doit pas lécher. Donc par simple réponse comportementale, au lieu d'utiliser la parole comme un humain ferait en disant oui, non, le fait qu'elle lèche nous permet de dire ok, ça c'est une réponse, elle a compris que c'était la même odeur et elle s'en souvient. Donc vous voyez ici, on arrive à utiliser finalement les fonctions cognitives de ces animaux au niveau le plus simpliste, mais qui sont comparables avec les patients. Et maintenant, on peut se demander, est-ce que vraiment nos modèles animaux ont un intérêt? Est-ce que tout ça sert vraiment à quelque chose?
Et donc là, c'est ce que l'on voit sur cette diapositive. On a ici ces courbes de performance où on a modifié le temps de rétention entre les deux stimuli. Plus le temps augmente, plus votre mémoire se dégrade. C'est comme si on vous donne une information que vous ne la répétez pas dans votre tête avec votre dialogue interne. Votre information va disparaître et plus vous êtes âgé, plus cette information disparaît rapidement. Ce que vous voyez ici, c'est que dans les sujets contrôle, on a donc une dégradation exponentielle au cours du temps. La même chose est observée chez les animaux, donc qui sont les frères et les sœurs ayant la mutation génétique, donc qui est équivalente à celle de chez l'homme en rouge. Et ce que vous voyez, c'est que le processus de mémoire, en fait, se disparaît beaucoup plus rapidement chez ces animaux modèles de la pathologie. Donc là, ça vous donne une validité avec un exemple relativement simple où on peut comparer en fait les courbes de performance entre deux animaux, un animal qui n'a pas de mutation et l'autre qui a la mutation. Et comme on l'a vu avec des patients, on a cette différence de mémoire de travail. On peut dire, mais pourquoi faire toute cette circonvolution, ces détours pour aller regarder les animaux et pas finalement étudier les choses chez l'humain? La raison, en fait, c'est que chez les humains, on est très limité par savoir ce qui se passe à l'intérieur de la boîte crânienne. On est globalement à regarder soit par des processus d'imagerie par résonance magnétique où on voit des activités de milliards de cellules ou de très grosses zones cérébrales et on n'est pas capable d'aller comprendre en fait quel est le lien entre une altération génétique et le fonctionnement intime en fait dans les neurones et comment les neurones communiquent ou ne communiquent pas bien les uns avec les autres. Et c'est là où je veux vous montrer quel est l'avantage de cette approche. Donc évidemment, quand les animaux ici font une tâche, on le voit en lumière infrarouge, on est capable de visualiser en même temps les neurones à l'intérieur du cerveau. C'est ce que l'on voit à droite ici. On voit certains types de neurones qui vont répondre lorsqu'il y a une stimulation ici avec la lumière, le carré vert à gauche qui est indiqué. Ce que l'on voit, c'est qu'on voit des changements d'intensité fluorescente dans les cellules. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'on regarde pour mieux comprendre le fonctionnement intime des cellules du cerveau pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ces neurones en action. Donc ici, c'est un neurone, d'accord ? Vous voyez ici un corps cellulaire. Il est isolé par marquage de tous ses voisins qu'on voit en bleu. Il est extrêmement complexe. Si vous le reconstruisez en entier, vous voyez ici ce petit rond, c'est son corps cellulaire. Et on va avoir ces cellules, elles ont une complexité, elles ont ce qu'on appelle un arbre dendritique où elles vont recevoir des zones de communication avec d'autres neurones. Et elles ont un câble, ici en rouge, qui va être en fait à l'origine de la communication entre deux cellules voisines ou des cellules à longue distance. Cette communication, elle se fait par des impulsions électriques. Donc, vous savez que notre cerveau est un organe électrique. Quand on a une impulsion électrique, par exemple, dans le cortex moteur, ça va activer des muscles par une activation directe de la libération de molécules chimiques qui vont faire que les muscles se contractent. Mais à l'intérieur du cerveau, la communication entre neurones se fait aussi par ces impulsions électriques que l'on voit ici indiquées. Alors maintenant, la question, et on va en venir un peu avec le titre, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a des centaines de cellules qui sont actifs à un moment, d'accord ? Donc si vous regardez finalement un neurone seul, vous voyez ces petites impulsions électriques, mais c'est relativement difficile de comprendre ce que ce neurone fait par rapport à ses voisins. Donc imaginez que vous avez des centaines de cellules les unes à côté des autres et que vous êtes capable d'identifier pour chacune de ces cellules les impulsions électriques dans le temps. C'est ce qui vous est montré ici. Chaque ligne représente une petite barre qui est une impulsion électrique. Et vous avez ici à peu près 250 cellules qui ont été enregistrées simultanément. Sans même comprendre ce que vous êtes en train de voir en détail, ce que vous pouvez constater, c'est que les progression de ces impulsions électriques dans la population des cellules, elle n'est pas constante, il y a des fluctuations.
qui est finalement visible. Il y a des périodes où il y a des périodes de silence ici, il y a des périodes où des groupes de neurones sont coactifs, et puis il y a des activités qui fluctuent comme dans des séquences d'activités. Alors à quoi ça pourrait vous faire, quelle pourrait être la comparaison facile que l'on pourrait prendre si on regarde cette activité? Eh bien, c'est rien d'autre en fait qu'un orchestre où chacun des neurones représente un artiste avec un instrument différent. Et évidemment, quand vous jouez une partition d'une œuvre, ici un bout d'une œuvre de Mozart, vous avez toute une séquence avec une organisation qui va donner une symphonie, une cohérence dans l'activité du cerveau. Évidemment, qu'est-ce qui se passe dans un orchestre lorsque les solistes ou l'orchestre fait n'importe quoi, que le chef d'orchestre n'est pas bien rodé? Vous avez la cacophonie, vous avez en fait une désorganisation de l'activité dans la manière dont se joue la pièce. Donc c'est ce qu'on va voir en fait, cette manque d'harmonie, c'est ce qu'on voit en fait dans les cerveaux de ces animaux. Ici, vous avez un réseau de neurones où, à nouveau, on regarde l'activité électrique de centaines de cellules, ici par des techniques d'imagerie non invasive. À chaque fois qu'un neurone clignote, c'est qu'il émet des impulsions électriques. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'à gauche, on a un réseau d'un animal sain, et à droite, on a son frère ou sa sœur qui a la mutation génétique qui est observée chez l'humain. Et j'espère que vous arrivez à voir qu'il y a une très grosse différence dans l'activité de ces deux films. En fait, on a une complète désorganisation de l'activité dans le réseau de droite, alors que la cohérence et l'activité organisée dans le cerveau de gauche est bien visible. Si je vous disais que si on regarde l'activité de chaque cellule indépendante, quelle que soit l'origine de l'animal, en fait, on verrait la même chose. La seule différence entre ces deux films, c'est comment les neurones, en fait, se coordonnent et parlent les uns après les autres. C'est comme si vous étiez dans une assemblée de personnes et au lieu qu'il y ait une séquence de personnes qui parlent et ensuite d'autres qui écoutent, qui répondent, vous avez une situation ici où tout le monde parle et écoute en même temps, ça fait en fait quelque chose qui est inaudible. Donc la question, en fait, on observe ce type de choses dans plein de réseaux cérébraux, et donc on peut essayer maintenant de tirer avantage à nouveau de la souris pour essayer de comprendre quelle est l'origine en fait de ces dysfonctionnements et essayer de les corriger, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en quelques diapositives. Donc on peut partir ici si on a tout le cerveau, on a essayé de chercher s'il y avait des points de vulnérabilité, en fait des réseaux de cellules qui seraient particulièrement importants parce qu'ils contactent en fait de grandes parties du cerveau, et donc si ces points sont des points atteints, ils vont avoir une répercussion sur l'ensemble de l'activité du cerveau. Et donc je dois juste vous montrer ici dans le cerveau humain et dans le cerveau de la souris, l'équivalent. On a un petit noyau ici qui s'appelle le claustrum, qui est un groupe de cellules qui a la capacité en fait de connecter beaucoup d'aires corticales, donc qui sont les zones où en fait tout le processus de tout ce que l'on fait au quotidien est mis en place, planification, mémoire et ainsi de suite. Et donc si chez l'homme, ici je vous le montre de manière surlignée, chez la souris, on est capable, avec des outils de transgénèse, donc d'avoir des manières de cibler sélectivement ces neurones ici dans le cerveau. Deuxième avantage en fait d'utiliser des animaux, c'est qu'on peut prendre le contrôle de l'activité des neurones. C'est comme si vous faisiez un hacking. Ces neurones sont dans leur environnement, mais en utilisant des protéines qui sont exprimées de manière exogène. Lorsque l'on allume ces neurones avec de la lumière, on peut les exciter ou les inhiber quand on veut. Donc on a un contrôle sur la genèse des impulsions électriques dans ces cellules.
Donc, pour vous montrer quel est l'impact de ce type de concept, ici, si on prend une tâche qui est un peu plus compliquée de raisonnement cognitif, qui est observée chez les humains aussi, qui est translationnelle, chez des sujets simples, pour résoudre un problème, donc il faut à peu près 25 essais pour résoudre cette tâche. Chez des animaux malades, il faut à peu près 5 fois plus d'essais pour réussir cette tâche. Donc à nouveau, ça valide le même type d'observation qui est observé chez des patients. Maintenant, ce que vous voyez, et c'est là toute la force de ces approches, quand on a la capacité de voir des neurones qui dysfonctionnent, on peut tester ce qui n'est pas faisable chez l'homme, ce qu'on appelle la causalité entre un dysfonctionnement et un changement comportemental. Donc, moi, je peux vous dire que ces neurones, ils ne sont pas bien synchronisés, ils ne sont pas assez actifs chez la souris mutante. Donc, la question que je peux vous demander, c'est qu'est-ce qui se passe si chez un animal sain, je réduis l'activité de ces neurones comme si j'étais dans un cerveau d'une souris malade. Et à notre grande surprise, lorsqu'on fait ça, le comportement de ces souris saines, en manipulant uniquement quelques milliers de cellules, devient un comportement qui est équivalent à celui que l'on a dans une souris modèle de la pathologie. Encore plus surprenant, on peut vous dire, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant les neurones qui sont malades ici dans cette souris, j'essaye de leur redonner une activité normale qui ressemble à celle du frère ou de la sœur qui n'a pas l'altération génétique. Et encore plus surprenant, en fait, ça suffit pour renormaliser le comportement, mais aussi tous les changements électrophysiologiques, la dynamique que je vous ai montré, et à ce moment-là normaliser. Donc cette diapositive, en fait, change un peu le titre. Au lieu que le cerveau joue faux et puis qu'on est à la recherche de l'harmonie perdue, j'ai essayé de vous convaincre qu'en fait, oui, le cerveau fonctionne mal dans ces pathologies, mais bien que le cerveau joue faux, en fait, en utilisant des approches comme ça construites, on peut définir des nouvelles connaissances qui nous permettent de cibler des nouveaux neurones qui pourraient être des cibles thérapeutiques pour améliorer en fait les symptômes, et donc de dire qu'il est possible en fait de retrouver l'harmonie perdue dans cette situation où finalement, lorsqu'on a identifié les bons neurones, on peut rétablir la symphonie qui doit normalement se jouer dans notre cerveau. Voilà, merci de votre attention et j'attends des questions si vous en avez.